Bien, bonsoir à tous et bienvenue à la plateforme de la création architecturale. J'ai l'immense plaisir ce soir d'accueillir nos amis dans un cadre particulier qui est celui en fait de notre anniversaire, car il y a exactement 4 ans, nous ouvrions cette plateforme avec ce format expérimental qui consiste à justement organiser une sorte de confrontation européenne, parce que c'est dans l'espace européen que nous voulons absolument situer ce débat, entre une agence française et une agence venant d'ailleurs de l'Europe. Et ça a montré, avec une installation à chaque fois, parfois intrigante, et ce soir ça va être intéressant de voir que Avignon-Clouet ont proposé une immense scie. Alors je pourrais l'interpréter comme ils ont voulu, ils nous incitent à détruire le half-pipe, qui est le lieu de la contrainte où des freaks, qui étaient les scénographes architectes qui avaient inventé ce lieu, eh bien, je leur avais dit, mais c'est un espace extrêmement contraignant et un jour, un architecte va bien s'amuser à le détruire. Je pense que c'est la première étape. Bien, ce soir, donc, les Avignon-Clouet sont face, parce que c'est quand même un face-à-face, les Fala, qui sont des jeunes architectes de Porto. Et c'est particulièrement intéressant le profil de ces architectes, car il est évident que le Portugal a une telle image que nous adorons en France, hein, qu'un pays, une grande nation d'architecture. Je vous invite tous d'ailleurs à aller à la Triennale de Lisbonne au passage. Eh bien, Porto, il y a quand même 2 Pritzker qui habitent Porto, hein, évidemment l'immense Álvaro Siza et le non moins immense Souto de Moura. Et donc, ces jeunes architectes, précisément, sont une attitude critique, non pas par rapport à ces maîtres qu'ils ne se permettraient pas, je pense, de critiquer, hein, mais peut-être d'aborder l'architecture un peu différemment, c'est-à-dire peut-être de sortir de cette image, j'allais dire, portugaise bien connue. Donc c'est ça qui va être intéressant. Et pour ça, j'ai invité Ivan Blasi, que je remercie chaleureusement d'être là ce soir. Alors Ivan Blasi est critique d'architecture, mais il est aussi commissaire dans le cadre du prix Misandero, qui est une fondation, évidemment, que vous connaissez bien, qui est le meilleur prix européen qu'un architecte puisse imaginez gagner pour un bâtiment, je ne parle pas de la carrière, là, je parle bien du bâtiment. C'est un prix qui a été fondé en 1986 et qui, avec justement le premier prix Misandero, a été attribué à qui? À un Portugais, et qui? Álvaro Siza, pour une fameuse banque, Irmão. Et donc, c'est quand même assez intéressant. C'est donc un marqueur. On voit bien à quel point le Portugal, sur la scène contemporaine internationale, est vraiment très, très important. Donc, c'est avec une immense joie que je vais passer la parole à Ivan. C'est lui. Donc, le débat va être multilingue, hein, mais ils vont arriver à parler franco, anglais, enfin, ils vont se débrouiller. Et je remercie les traductrices ce soir qui font l'exercice toujours de jongler d'une langue à l'autre et avec ces merveilleuses personnalités. Donc, excellente soirée et surtout, n'hésitez pas à poser des questions à la fin. Il faut les déstabiliser, hein, parce que ceux qui veulent nous scier notre truc, il va falloir les interpeller. Voilà, je vous encourage. Très bon débat. Merci beaucoup, Francis. Bonsoir tout le monde et merci aussi à vous. Merci à la plateforme et à la Cité de l'Architecture pour organiser ce très très important événement qu'il y a déjà 3-4 ans que vous organisez. Et aussi à vous qui êtes venu au débat. Tu as dit déjà, Francis, une équipe ibérique, concrètement de Porto, Fala, aujourd'hui avec Felipe Magalhães et Ahmed Belcodia. Mais il y a aussi Ana Luisa Soares. Nous sommes tous des hommes aujourd'hui, mais dans les équipes, il y a aussi une femme. Et aussi une équipe du Pays de la Loire, de Nantes, Avignon-Clouet, formée par Saweta Clouet et Benjamin Vignon. C'est une choix vraiment intéressant. Je les connaissais pas beaucoup. J'ai commencé à les connaître après l'invitation. Et ça, je crois que c'est aussi très important, plus facile aussi pour parler ce soir et pour vous poser des questions et parler un peu tous ensemble, si c'est possible. Parce que vous êtes des architectes qui produisent des choses remarquables et en même temps, je dirais, différents. On va voir. Et vous suivez aussi, je crois, des stratégies, des façons de faire qui sont, on pourrait dire, aussi différents.
Mais bon, on va voir, ça c'est la première vue. On voit déjà aussi avec leur logo ici, Fala et Avignon Cloué, la souris et le marteau. On va aussi parler de la communication. On fait un des aspects très caractéristiques, je crois, des deux ateliers et la façon comme ils communiquent l'architecture. Et bon, je crois qu'avec eux, ça prend aussi une nouvelle dimension, une nouvelle façon de le comprendre, de le faire. Par conséquent, j'ai décidé de partager cet événement, la conversation d'aujourd'hui, en 4 parties. La première, c'est pour le connaître mieux, pour rentrer un peu à voir comment ils travaillent. La deuxième sera spécifiquement sur la communication, comme ils dessinent, comme ils font ces projets. La troisième sera avec des projets concrets qu'on a parlé, pour en parler avec plus de détails. Et finalement, oui, avec aussi le public pour leur poser des questions. Alors, pour commencer avec la première partie, les membres d'Avignon Cloué, vous êtes nés au début des années 70. Vous avez fondé votre cabinet d'architecture en 2000 à Nantes. Tandis que Fala, vous êtes né à la fin des années 80 et vous avez fondé votre bureau en 2013 à Porto. Avignon Cloué, ils utilisent leur nom de famille pour désigner leur agence, tandis que Fala ont choisi le mot Fala, qui signifie parler en portugais, la capacité de dire des mots, mais en même temps, c'est les initiales de votre nom qui forment le mot Fala. Avignon Cloué utilise le mot architecte en français, tandis que vous utilisez le mot français atelier. Et tout ça laisse de l'interprétation et de l'imagination pour savoir ce que vous faites. Les partenaires d'Avignon Cloué ont étudié à Nantes, où vous avez obtenu votre diplôme, et Fala, vous avez étudié à Porto, à Ljubljana, Tokyo, Zurich, Lausanne, Göteborg, Singapour, et vous avez travaillé au Japon et en Suisse avant de créer votre atelier. On peut dire qu'il y a déjà, je voulais dire tout ça parce qu'il y a déjà des différences concernant la façon peut-être de vous plonger dans l'architecture et bien sûr de comment peut-être vous comprenez aujourd'hui ce qui est l'architecture qu'on fait avec l'architecture. On va voir s'il y a des convergences formales et de pensée aussi. Et pour commencer, je veux demander à Fala de dire quelque chose sur cette image. Hello? Il y a très longtemps, très longtemps, on a eu effectivement la chance de travailler au Japon. Ahmed y avait déjà travaillé. On est un petit peu des geeks de l'architecture. Nous, on avait envie de taper à la porte de ces monstres de l'architecture. Et donc, Nakagin, ça a été une opportunité qu'on a eue. Et on a juste en fait menti pour pénétrer dans cet immeuble et expliquer que voilà, on avait envie de louer un appartement, tout simplement pour le découvrir. Et en fait, on s'est retrouvés à y vivre pendant 1 an, moi et Anna, dans 8 mètres carrés. C'était assez intense. Et ça a déclenché toute une série de projets de recherche, je dirais, d'utopie, de débats. Et on a également pu parler aux quelques résidents qui continuaient de vivre dans cet immeuble. Il en restait très très peu. Donc en fait, ça a été une sorte de blague au début qui s'est avérée un point d'échange fondamental pour nous. Et Benjamin, c'est là où vous avez commencé, où vous travaillez maintenant? C'est votre bureau ou pas? Oui, c'est le lieu où on travaille, mais c'est pas là du tout où on a commencé. Ça, c'est un point de chute, mais qui est pas. Alors, il est singulier parce que on est dans un chantier naval et bientôt l'implantation d'une brasserie, donc ça nous va bien. C'est un contexte favorable, et l'eau et la bière. Ouais.
Non, c'est un lieu, c'est une pépinière en fait qui mélange tout un tas d'entreprises. Il y a une trentaine d'entreprises, mais il y a des graphistes, il y a des photographes, il y a des fabricants de lunettes. Donc on est dans une dynamique de production en fait qui nous intéresse. Et c'est vrai qu'on a eu d'ailleurs quelques partenariats chaînes très 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 courtes où on a sollicité quelques entreprises, notamment le chantier naval, pour fabriquer dans un de nos projets qui s'appelle la Shishi Odoshi House. On avait un Shishi Odoshi, une grande fontaine japonaise un peu géante, avec des tubes d'aluminium un peu surdimensionnés. Et on a utilisé les technologies locales, en fait. Voilà, donc on profite du système, quoi. Et vous avez commencé comment à former votre agence, à travailler avec les premiers projets? Dans quel espace? Chez toi, sous son sous mon escalier, dans sa mezzanine, en dessous, il y avait 1 mètre carré, donc c'était parfait pour mettre un ordinateur. 2 sur un ordinateur. Voilà. Donc espace minimum, frais minimum, voilà, rentabilité minimum, maximum plutôt. Donc on a commencé, oui, mais après voilà, on s'est connus par hasard dans une agence. Moi je faisais un passage furtif pour une mission temporaire. Saweta était en libéral, mais il faisait quelques missions aussi pour cette agence. Et voilà, je lui ai proposé de faire un concours le soir en plus du travail, quoi, travailler plus pour gagner plus. Et du coup, on a gagné ce concours et ça nous a incité en fait voilà, à partir comme ça. On n'avait pas de bureau, on n'avait pas vraiment de statut non plus. Et c'est ce premier concours en fait qui nous a porté. Puis on a avancé comme ça. Donc ça a commencé sous un escalier. Après, on a loué un petit local sur le quai de la Fosse à Nantes, qui est aussi un site un peu coquin, voilà, donc ça on aime bien. Et puis après on a trouvé ce local qui était pas cher, et voilà. Après le local en tant que tel, pour nous est pas fondamental en fait, c'est pas un espace de représentation, pour nous c'est un atelier de fabrication. Et voilà, on reçoit nos clients, mais on les reçoit un peu comme on habite, c'est un peu, voilà, c'est pas très commercial en fait, mais par contre c'est un local qui est vrai parce qu'il nous ressemble, donc il y a tout. Quand les gens rentrent chez nous, ils voient tout ce qui est posé sur la table, tout ce qu'on est en train de travailler, les prototypes qui sont en train de s'élaborer, etc. Donc il y a une espèce de vérité apparente. Avant de commencer à travailler, les écoles d'architecture de Nantes et de Porto sont des écoles ils ont encore une influence notable internationalement. Et à un moment donné, on pourrait dire que les deux étaient dans des territoires quelquefois considérés périphériques, mais en même temps, ils sont des villes qui ont des ports et des ports qui ont pu communiquer avec tout le monde. Et aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup d'autres façons digitales pour nous communiquer. Mais je voudrais vous demander, à Vigneault Clouet, dans ce cas, l'influence que des architectes, dans ce cas de Porto, ont eu sur votre étude, si ce qu'il y en a eu? Moi, je crois que c'est plutôt l'expérience du réel qui est importante, en fait. De voir les choses en vrai, de les vivre, de voyager, de rencontrer des lieux, des matières. C'est plutôt ça qui est déclencheur d'architecture que véritablement d'autres architectes. Après, ça, c'est plus de la culture au sens large. Donc, évidemment, on va voir les autres architectes, mais je pense que les premières impressions de matériaux, de sensations d'espace, de volume, d'ambiance, de froid, de chaud, d'humidité, c'est là que ça commence, quoi. La sensibilité à l'architecture. Donc, effectivement, la plage, les rochers, voilà, ça, c'est les premières, les grottes dans les rochers sur la plage. Enfin, voilà, tout ça, c'est le début des sensations d'architecture, une première introduction à l'architecture, c'est ça, c'est ce réel, la forêt. Voilà. Après, on a eu plusieurs projets de piscine. Ouais. Si c'est ça. Comme celle d'Alvaro Siza. Celle d'Alvaro Siza, ouais, qui est pas mal. Hein. Je donne une note, hein, c'est une bonne note. Mais oui, on a eu plusieurs projets, nous aussi, avec des piscines, où on les a mis aussi dans des situations un peu singulières. Ouais. Qui étaient parfois un peu accessoires au départ dans la commande, pour des particuliers notamment, et qui sont devenus des éléments clés de l'articulation de nos projets. Ouais, des éléments très forts en fait. Alors que sur le cahier des charges rédigé, c'était est-ce qu'on aura assez de sous pour faire une piscine, voilà. Et nous, on en a fait un élément fondamental pour rejoindre un peu cette idée pour cette image. Mais de l'architecture d'Alvaro Siza, par exemple, il y a des choses qui vous intéressent spécialement, et je vais vous demander la même chose avec, dans ce cas, l'hackathon Vassal, pour commencer pas seulement à faire des questions entre moi et vous, mais aussi entre les deux équipes qu'on a ce soir.
Pour CISA, moi je suis extrêmement impressionné par CISA, mais je reviens à la remarque précédente, je ne l'ai jamais vécu en vrai. J'ai lu beaucoup de choses, j'ai vu beaucoup de choses, j'ai entendu aussi beaucoup de gens parler de, je ne sais pas si ça se dit, l'exceptionnalité de CISA, donc son rapport minimaliste à la matière et à la mise en scène urbaine ou paysagère qui peut déclencher. Mais après, en vrai, je ne l'ai jamais vu. Donc je ne peux pas en parler. Moi, je suis allé 4 fois à Porto, j'ai vu CISA, etc. Mais après, comme l'a dit Saweta, on sait pas, nos modèles à nous, ils sont pas forcément architectes. Alors, on a aussi voyagé, on a été en Sud-Loire, on a été en Vendée parfois. Enfin, non, mais je rigole. Voilà. Évidemment, on s'intéresse à la culture architecturale, hein, voilà. Mais on essaie de s'imprégner de tout un tas d'autres trucs. En fait, c'est pas que, on n'a pas forcément de modèle d'architecte ou de, voilà. Et dans vos cas? Oui, je pense que c'est une différence assez claire. Finalement, nous, ces références, ces architectes dont on parle, y compris CISA, mais aussi là, Caton Vassal par moment, je dirais, c'est un peu notre bien commun dans le bureau, puisqu'en fait, on est un bureau, ça a été mentionné avant, de gens qui viennent d'éducations assez différentes. Et donc, finalement, c'est notre langage commun, c'est ces architectes dont on parle tout le temps, en fait. Et effectivement, bien sûr, le monde réel et les expériences sensorielles, disons, ont aussi un rôle dans ce qu'on produit, mais ce qui nous permet disons, de parler un langage commun, c'est en bonne partie le fait qu'on partage des références, en fait, ce qu'on pourrait appeler des références. Après, disons, le problème des références, c'est aussi qu'il faut savoir s'en distancer aussi. Donc, bon, enfin, c'est tout un travail après dans la manière dont on les utilise, on pourrait dire. Et oui, la Caton Vassal, j'étais devant la Villa La Tapie la semaine dernière, en fait. J'ai même sonné pour essayer d'entrer. J'ai pas eu de réponse. Donc oui, disons, surtout les débuts de la Caton Vassal nous fascinent beaucoup. I have a 3 seconds delay. J'ai un petit retard de 3 secondes avec la traduction à chaque fois, en fait, c'est pour ça. Alors moi, je dirais que j'ai pas envie de parler nécessairement de perspective académique, mais peut-être la façon dont nous voyons l'architecture part d'un point de vue assez académique, parce que ces éléments, pour nous, ce n'est pas vraiment une expérience du bâtiment. Ce qui va nous intéresser également, c'est la façon dont le bâtiment a été photographié, décrit par l'architecte, par des tierces parties. Pour nous, ce sont des expériences qui sont tout aussi pertinentes pour le bâtiment. Tout aussi pertinente qu'une visite physique du bâtiment. Tout le monde dans notre agence vient de latitudes, de géographies extrêmement différentes. Mais je dirais que nous partageons un certain nombre d'obsessions. CISA, bien entendu, au premier chef, Peter Markley, Shahada, des centaines, des milliers. Et ce sont nos dénominateurs communs que nous avons, ce sont les aimants qui font que nous travaillons ensemble. Et on essaye bien entendu de s'en inspirer, mais ce sont les héros qui nous ont précédés et au début, effectivement, c'est une architecture qui se voudrait peut-être quelque peu académique, mais c'est peut-être également dû au fait que nous soyons une agence assez jeune. Mais l'architecture, on y voit encore un exercice théorique. Donc, c'est une architecture qui est académique, en un certain sens. Pour nous, c'est vraiment une question de théorie, mais également de rhétorique. Je veux vous poser 3 questions sur 3 thèmes qui sont très, aujourd'hui, dans ce moment-là, très importants partout et qui ont un rôle très concret aussi dans l'architecture. Ils sont
des thèmes immenses. C'est pas facile de parler ici avec le temps qu'on a. Mais un de ces thèmes, c'est le défi climatique et pas votre opinion sur ça, mais comment dans votre atelier, comment embrassez-vous ce défi dans vos projets, dans votre vie quotidienne ou quand vous faites vos projets, quand vous dessinez? Moi, je suis contre. Non, alors la question de l'environnement, nous, à l'échelle à laquelle on travaille, en fait, c'est un environnement local, on va dire. Après, c'est plus, je vais élargir un tout petit peu ta question sur la question presque du contexte, en fait, mais le contexte au sens large, quoi, donc il peut être aussi climatique, social, etc. Lorsqu'on nous propose une situation, en fait, on a une analyse assez fine j'allais dire, de l'environnement, par le vécu. Donc là, effectivement, il y a une énorme divergence avec ce que vient de dire Fala par rapport à ça, c'est que pour moi, il n'y a pas de, et je dis ça aussi à mes étudiants, il n'y a pas de référence si elle n'est pas vécue. Je ne peux pas concevoir qu'on connaisse une histoire à partir de quelqu'un qui nous l'a racontée. Il y a forcément un filtre pour moi, et donc la connaissance d'un lieu, et alors encore plus en architecture, l'espace qui n'est pas vécu n'est pas un espace qu'on connaît, quoi. Pour moi, c'est inconcevable. Donc ça peut être fait par un poète, par un écrivain, par un guitariste, par je sais pas quoi. À partir du moment où on n'a pas ressenti le poids d'un matériau, le poids de la relation à l'échelle d'un bâtiment, je sais pas, la qualité d'une lumière, on a beau le décrire avec le plus beau poète du monde, il y a rien de plus fort que le réel. Et c'est aussi ce qu'on dit à nos clients, il y a rien de plus fort que le réel. Voilà. Donc après, sur la question de l'environnement, il y a deux cas de figure. Où l'environnement a des qualités intrinsèques, et à ce moment-là, tout le projet va basculer vers la révélation de cet environnement-là. Ou alors il est dégueulasse, il est répugnant, et à ce moment-là, on en invente un autre, ou on en installe un autre. Ou alors on rentre en conflit volontaire avec ce contexte. Donc ça nous est arrivé extrêmement souvent d'être dans des contextes très défavorables, et de parfois trouver, comme sur Terfuge, d'avoir une architecture un peu introvertie, fabriquer un environnement voilà, avec un plus beau soleil, un air plus pur, un art de vivre meilleur. Voilà. Donc on est toujours un peu dans ces deux cas de figure, quoi. Donc après, c'est rarement mou, c'est ou une direction ou l'autre, quoi. Donc on s'infiltre là-dedans et on invente une poétique. Donc c'est où on révèle et on fait tout pour révéler. On a un exemple sur une maison qui s'appelle la All Out House, où le contexte était extraordinaire. On a plutôt fonctionné une maison comme un préau, où on s'est dit que tout était là. Ou alors un autre projet qui s'appelle le Penthouse House, où on est au-dessus d'une ville, la ville de Nantes, et on a fabriqué tous les objets pour qu'ils ne touchent jamais le plafond, le sol, etc. Et qu'on ait tout le temps la ville en immersion. Donc on a joué le jeu un peu de l'effacement, et on a structuré nos systèmes de fabrication avec notre pensée, quoi. Et puis parfois, voilà, on est dans des contextes où personne ne veut aller, où les architectes se refusent à aller, par exemple le contexte pavillonnaire qui fait dresser les poils de chacun. Et nous, on aime bien aller aussi dans des contextes comme ça où personne ne veut aller, parce que c'est aussi une question, une responsabilité d'architecte qu'on doit se poser, et c'est des territoires aussi merveilleux à investir. Et donc à ce moment-là, si le contexte n'est pas bon, on va essayer de le travestir, de trouver une hybridation possible pour amener du meilleur. Donc, pour vous, le contexte est toujours soit bon, soit mauvais. Enfin, vous n'êtes jamais dans l'indifférence vis-à-vis d'un... On est rarement indifférent. Okay. On se doit éthiquement de ne pas être indifférent. Pour un client, par exemple, on doit avoir un architecte a forcément pour nous un point de vue. Il est pas lisse, en fait. L'architecte, un maître d'ouvrage vient voir un architecte pour avoir un point de vue, angle d'attaque et une orientation possible pour aller au-delà d'une commande. Donc si on lui dit, je sais pas, je suis indifférent, Non, mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'on peut avoir un point de vue sans émettre un jugement de valeur sur cet environnement. Enfin, est-ce que vraiment un environnement est soit très mauvais, soit très admirable? Enfin, on peut. Enfin, non, c'est pas aussi binaire que ça. Ouais, voilà. Mais non, mais c'est un peu comme ça que c'était présenté. Parce qu'il y a aussi non, mais parce que il y a des éléments dans le pays. Non, on peut détailler, mais il y a un contexte financier, il y a un contexte paysager, il y a des voisins, il y a des arbres, il y a des humains. Il y a des animaux. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses. Donc, évidemment, il y a des éléments positifs, des éléments négatifs. Bien sûr.
Par contre, on est, entre guillemets, en situation artistique où on va réagir. En gros, on est soit des acteurs qui imaginons un univers, soit en réacteurs, ou en réaction à quelque chose qui nous convient pas ou sur lequel on va devoir s'adapter. Donc, mais évidemment, dans toutes ces situations-là, il y a des éléments positifs et des éléments négatifs au même endroit, évidemment. Non, je comprends. Parce qu'en fait, je me demande, en fait, est-ce que vraiment... C'est-à-dire qu'en fait, votre projet part de son contexte, toujours. En règle générale. Ouais, ok. Est-ce je pense que dans ce sens-là, il y a peut-être une différence avec la manière dont, bien sûr, que le contexte est important pour nous, mais c'est pas c'est pas notre seule page blanche. En fait, t'as compris, c'est le contexte au sens large. Oui, bien sûr. Mais c'est-à-dire que pour nous, la page blanche sur laquelle on va dessiner est aussi importante que, ce qu'on voit quand on va sur le site. Et ces deux choses-là sont toujours en quelque sorte en tension, et on pense que c'est le fait d'avoir ces deux plans sur lesquels on travaille est important et fertile en fait. Mais quel est le point de départ? En fait, il y en a deux d'une certaine manière. C'est-à-dire que oui, bien sûr, on a un contexte et on doit réagir, et puis notre projet est dans une bonne partie une réaction à son contexte. Plus tard, en voyant les projets, je pense que ce sera assez clair. Mais la composition au sens presque abstrait du terme, et le fait de dessiner est très important pour nous. Et ces deux choses-là sont jamais en concordance totale. Enfin, nous, en tout cas, on a abandonné l'idée qui pouvait être en concordance totale, mais finalement la friction qu'on trouve est assez intéressante, je trouve, ou en tout cas dans certains projets. Mais pour parler d'environnement, oui, je pense qu'on a aussi pour nous l'environnement est aussi quelque chose d'assez vaste, l'environnement construit, l'environnement, et puis on est aussi peut-être, on cherche, je pense pas à faire des projets exemplaires de ce point de vue-là. C'est-à-dire que je pense pas qu'on soit suffisamment arrogant pour se dire que notre projet doit être un exemple pour comment il faut construire ou comment il faut, même si bien sûr après c'est beaucoup une histoire de rapport au client et de... I mean, when this... Au cours des dernières années, effectivement, beaucoup de gens ont parlé de climat. Beaucoup de personnes qui n'y connaissent pas vraiment grand-chose au changement climatique derrière. Mais en tant qu'agence, je dirais que nous n'y pensons pas vraiment, pour être très honnête avec vous. D'ailleurs, ce n'est absolument pas un sujet qui nous attire, dont nous parlons, qui nous inspire, qui nous influence dans notre architecture, absolument pas. Alors, souvent on nous critique pour cela, et on ne le change pas, mais on comprend. On se considère complètement apolitique. On n'a absolument aucun intérêt politique dans les projets que nous réalisons. D'autant plus dans le contexte dans lequel nous intervenons maintenant, qui est très agressif, très rapide, avec beaucoup de gentrification, d'embourgeoisement des quartiers. Et nous sommes complètement apolitiques. Ce n'est absolument pas notre rôle que d'être plutôt à droite ou à gauche, que d'être plutôt conservateur ou progressiste. Notre rôle, notre ambition, notre motivation, ce qui nous fait sourire, ce qui nous donne le sourire, ce qui nous fait discuter de façon plus ou moins vive dans le studio, c'est de produire de l'architecture. Point à la ligne. Nous aimons l'architecture. Nous adorons l'architecture avec un grand A. De Corbusier, de Lacaton-Vassal, de centaines d'autres architectes. Souvent, on aime inventer l'architecture, d'aller au-delà de ces frontières qui ont d'ores et déjà été définies avant nous. Il y a une discussion sur le changement climatique à l'heure actuelle, bien entendu, mais nous, peut-être que cela pourra nous faire sembler, nous donner cette apparence de monstre d'égocentrisme, mais c'est notre perspective. Par exemple,
eu la possibilité de réutiliser les bâtiments. Vous utilisez de la pierre, par exemple, Oui, du marbre, je crois, et ça. Il y a une décision d'utiliser des matériaux qui vont rester là pendant beaucoup d'années. Puis tous les matériaux qu'on utilise sont locaux, enfin l'essentiel. La construction. Enfin, disons, je pense que si on donnait des notes en écologie au bâtiment, je pense qu'on passerait. Enfin, je pense qu'on ça va. Mais comment dire, c'est pas vraiment ce qu'on discute dans la vie du bureau. Mais vous pensez aux gens qui vont habiter là et les conditions de ces personnes, non? Dans tous les cas, que ce soit de la meilleure façon possible. Oui, on est plus intéressé par les questions de climat dans les logements et enfin, disons, de faire en sorte que ça fonctionne. Et puis oui, l'environnement au sens plus large, y compris le contexte qu'on s'invente en parlant d'autres architectures et de qu'est-ce que c'est, enfin, en amenant des références et des points d'ancrage au projet qui ne sont pas forcément indigènes à l'endroit où on construit. Enfin, c'est aussi ces choses-là qui nous intéressent. C'est l'environnement du projet dans un sens beaucoup plus large. J'ajouterai deux choses. S'il y a des choses auxquelles nous ne réagissons pas, et le changement climatique en fait probablement partie, eh bien, il y en a d'autres, en revanche, face auxquelles nous devons réagir. Par exemple, le positionnement du promoteur, pas nécessairement d'un point de vue du changement climatique, absolument pas, mais des budgets, du point de vue humain, il nous faut être extrêmement créatif, bien entendu, du point de vue des budgets qui souvent sont assez contraints. Et il faut également apporter un regard critique à cet égard. Le système d'héritage dans lequel nous nous meuvons, dans lequel nous nous inscrivons, est une véritable réalité à laquelle nous devons réagir. Et à Porto, l'un des projets sur lesquels nous avons travaillé est tout à fait caractéristique de ce point de vue-là. Donc, nous nous considérons d'une certaine façon apolitiques, nous ne réagissons pas au changement climatique, mais il y a d'autres éléments, en revanche, qui nous font extrêmement réagir et qui influencent notre production et qui, au final, moulent notre travail. Il y en a d'autres, en revanche, qui ne nous affectent absolument pas. Pas de proactivité, tout ça, tout le temps, les quatre. Hein. C'est ça qu'on espère et on répond tout le temps. J'imagine. Non, je crois pas. Je pense qu'on peut aussi être acteur. On n'est pas obligé d'être que en réaction. On peut aussi être en action. Dans la proposition, un architecte, s'il propose une idée, s'il propose quelque chose de nouveau, c'est bien une action au sens artistique du terme, quoi. La réaction, c'est plutôt qu'il y a quelque chose de présent qui nous fait réagir. Cette dualité est un peu différente, quoi. Après, pour moi, la conception, elle part d'un point de vue, systématiquement. Moi, quand je conçois un projet, j'ai un avis sur la situation qu'on me propose. Et c'est à partir de cet avis que je développe l'histoire et l'écriture architecturale. C'est pour ça qu'on a une écriture qui est assez différente sur chaque projet, parce qu'on essaie de ne pas avoir de systématisme, de réflexe, et peut-être encore moins le poids d'un héritage, qui est pour nous plutôt abstrait, en fait. Donc après, on s'inscrit évidemment dans la ville, son histoire, les architectes qui les ont construits, les urbanistes, etc. Mais on y va avec une certaine... Nous non plus, on n'est pas politique, on défend pas, je sais pas quoi, une architecture de droite ou de gauche ou machin. Par contre, on défend une architecture du plaisir. Si on doit avoir un parti, c'est le parti du plaisir. Et donc, ça part de deux choses, un point de vue et une dynamique de plaisir. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait le point de vue qui nous intéresse, il faut qu'il puisse susciter un désir, un plaisir de développement et une certaine surprise aussi dans ses propres, réflexes, si on en a. Nous, on est très vigilants à ne pas en avoir, justement. Et d'aller tirer une ficelle et de développer un récit et construire tout autour de ça. Et après, effectivement, je pense que là où il doit y avoir certaines convergences, c'est que après tout se mêle. C'est-à-dire que ça peut être le dessin, ça peut être la fabrication, je sais pas quoi, 3D, fabrication de prototypes,
la photographie, enfin il y a tout un tas de productions qui viennent en fait tester la véracité de ce point de vue. C'est-à-dire que c'est presque un auto-test, c'est presque une auto-analyse en fait. Et donc après, il y a un système où on essaie d'écrémer, on fait des choix, mais évidemment ça passe par une production intense, même si nous on est une toute petite équipe, mais on produit énormément de choses pour vérifier, une vérification en fait, de petites vérités aussi qui sont relatives et qui sont instantanées, parce que le temps d'un projet, c'est assez, à l'échelle du temps, c'est dérisoire, quoi. Donc on s'établit cette petite vérité pour dire, pour défendre un point de vue, une histoire, un récit. Et puis après, selon une autre question, une autre problématique, on peut très bien défragmenter tout ça, cette petite vérité qui a été établie, et puis recommencer, essayer de recombiner les choses pour élaborer un autre récit et partir sur autre chose, encore une fois, pour être dans une dynamique où on prend plaisir à faire les choses, quoi. Voilà. Et quand on prend plaisir, fatalement, voilà, le client aussi a un degré d'appropriation absolue, parce que comme il voit qu'on lui propose quelque chose qui est de cet ordre-là, généralement il plonge dans la marmite et il devient un vrai partenaire. Je crois que peut-être après, avec le public, il peut avoir aussi des questions sur ce thème. Le prochain, c'est encore plus abstract, je crois, plus, comment dire, c'est une chose qui m'intéresse personnellement, que c'est pas exactement l'identité européenne, mais c'est comprendre que nous sommes maintenant dans une situation de construction d'une Europe après la Deuxième Guerre mondiale, mais on continue comme ça, mais dans un moment maintenant de fort populisme mondial et en Europe avec des gouvernements qui attaquent des valeurs européennes et des gouvernements qui sont pas si loin d'ici. Et je voulais vous demander le rôle que vous considérez que l'architecture peut avoir dans cette construction européenne, ou si, peut-être que je sais déjà la réponse, mais si, après l'intérieur, mais si vous croyez que l'architecture a un rôle dans cette construction de l'Europe, comme société, comme culture. Enfin, je pense que c'est la culture qui a un rôle de manière plus générale. Enfin, je veux dire, on parle de... Je crois qu'il y a évidemment beaucoup de... Enfin, entre un architecte portugais, enfin moi je suis suisse en fait, un architecte scandinave, enfin on parle le même langage, et enfin, finalement... Et puis pour nous, en fait, comme je le disais avant, nous on passe une bonne partie de notre temps à parler d'architectes essentiellement européens, mais aussi japonais, américains, africains, enfin de partout. Et donc pour nous, enfin, on est un bureau aussi assez international. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent de partout, y compris du fin fond de la Sibérie ou dans le bureau. Et donc, oui, je crois que l'architecture, c'est un peu notre espéranto dans une certaine mesure. Donc, enfin, pour nous, c'est une évidence qu'on partage. On a l'architecture en bien commun, en quelque sorte. Mais c'est même plus vaste que l'Europe, c'est ça que j'essaie de dire. Mais, après, enfin, le rôle que peut avoir l'architecte là-dedans, je sais pas en fait. En tout cas, nous, à l'échelle de nos projets, ça semble... Alors oui, on a des clients qui viennent d'ailleurs en Europe aussi, ça arrive. Mais c'est pas... Comment dire ? Je ne crois pas que l'architecture peut devenir un symbole dans ce débat-là. Maintenant, ouais. Donc, comment dire, je ne sais pas vraiment quel rôle on peut donner à l'architecture, mais pour moi, c'est une évidence que c'est un bien commun européen, au minimum. Il ne faut pas ajouter de choses s'il n'y a pas d'opinion. Non, moi je sais plus sur le rôle de l'architecte en fait. Le rôle de l'architecte est fondamental. Je veux dire, il n'y aura pas de société qui va tenir debout demain s'il n'y a pas de conception. La conception, elle est au cœur de la société en fait. Donc à tous les étages. Et en ce qui concerne l'espace, il n'y a pas meilleur expert que les architectes. Voilà, on est des experts de l'espace, on est des experts de la ville.
Et c'est ça qu'on essaie de défendre tous les jours. Et tous les jours, on se fait grignoter, en disant et on ramène l'architecte à un choix de couleur, de façade, à un rôle qui n'est pas le sien. Le rôle fondamental de l'architecte, c'est que c'est un expert en architecture et en espace urbain. Et c'est un expert de la ville, c'est un expert de la lumière, c'est un expert, voilà. Et donc c'est ça qu'il faut défendre. Et il faut absolument aussi défendre la beauté de la conception. En règle générale, il n'y a pas d'humanité sans conception, on le sait tous. Ça, c'est une expérience très européenne. Mais avec l'expérience que vous avez internationale, c'est le même rôle que l'architecte a partout? Je crois, oui. Enfin, je vois pas en quoi c'est radicalement différent ailleurs. Et je vois pas en quoi ce serait différent entre... Enfin, oui, je pense que l'architecte est un expert Enfin, disons, l'architecte peut faire du bien à la ville, on va dire, et à tous les espaces qu'on habite. Mais je pense que je vois pas ce que ça a de spécifiquement européen. Is it that bad if this European... Et puis, au final, est-ce si mal si cette identité européenne se dissout pour devenir autre chose? Est-ce si mal? Ahmed a déjà prononcé ce mot de Japon et d'Amérique au moins 3 fois déjà. C'est pas européen, mais est-ce si mal? C'est comme si l'entité européenne disparaissait, on en reviendrait directement au Moyen-Âge. Non, c'est juste que ça va se dissoudre et ça va devenir quelque chose d'autre. À l'instar de l'architecture qui a évolué, de la langue qui va évoluer. Parfois, j'ai l'impression qu'il y a une vision un petit peu trop manichéenne en noir et blanc concernant le changement climatique, l'identité européenne. Il y a beaucoup de polarisation. Bien entendu, il s'agit de sujets éminemment politiques et donc la polarisation est le consort de tout cela. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une voie du milieu qui est possible. Il peut y avoir une évolution qui va mener juste à quelque chose de différent, quelque chose d'autre. Donc, quoi qu'il arrive, il y aura quelque chose qui va arriver. Pour moi, l'architecture en soi n'est pas vraiment le moteur d'une transformation ou d'une autre. C'est juste l'un des acteurs parmi tant d'autres dans le processus. D'accord, on va changer maintenant avec le football, non? Le loisir, 24 heures architecte. Vous êtes des architectes qui sont avec l'architecture 24 heures, non? C'est une des questions qui se posent tout le temps. Mais c'est pour vous connaître toutes ces questions maintenant qu'on a fait jusqu'à maintenant. Quelles sont votre passions et obsessions? Que quelquefois on peut commencer à dessiner un peu quand on voit comment vous travaillez et tout ça, mais les connaître directement de vous. I actually play football with friends. Alors moi, j'aime bien jouer au foot avec mes amis le mercredi, mais aujourd'hui je suis ici. Mais j'ai trouvé un remplacement, donc tout va bien. Alors en fait là j'aurais peut-être un avis quelque peu biaisé parce que moi je suis architecte, mes amis sont architectes, mon épouse est architecte et elle travaille à mes côtés au sein du bureau. Et aujourd'hui j'ai vu en me baladant dans Paris d'autres bâtiments, d'autres architectes, donc ça c'est vraiment mon obsession. Pas nécessairement en tant qu'agence mais en tant que personne, en tant qu'individu. Il y a... j'adore certains types de musique aussi, mais en fait c'est juste un petit grain de sable dans ma vie. L'architecture vraiment prend toute sa place dans ma vie. Et on est des geeks et on n'a pas d'enfants de toute façon pour l'instant. Donc c'est vraiment ma vie. Yeah, I mean, is it... Yeah, again, I'm trying not to make it... Alors je vais essayer de répondre d'une façon aussi peu personnelle que possible, mais en fait ta réponse sera la même que la mienne. Alors peut-être un petit peu différente quand même, parce que j'ai des goûts différents en musique comparé à toi. Je fais pas hommage de foot. And I hate football. Mais je suis effectivement très très obsédé par l'architecture. Après, heureusement, il y a quand même des exutoires, des moments ou des lieux où on peut penser à autre chose. Donc, non, je fais pas beaucoup de sport, mais plutôt du bricolage, de la fabrication, du jardinage, de la manipulation de matière
Enfin, voilà, quelque chose qui est de l'ordre du travail manuel, on va dire, pour sortir de l'esprit. D'accord, on va commencer avec votre travail. Suivant la tradition de nombreux ateliers d'architecture européenne, les deux bureaux, les deux ateliers, vous avez commencé vos carrières professionnelles avec des projets de transformation. Avignon-Clouet avec un mini-loft de 34 mètres carrés en 2001 et Fala, on a parlé des rénovations d'appartements à Lisbonne, non, en 2014. L'une des caractéristiques les plus intéressantes que l'on puisse remarquer en parcourant vos conceptions est la volonté déclarative, je dirais, de comprendre les limitations et les contraintes de tout sort comme prétexte pour penser différemment, mieux concevoir et proposer des bâtiments ou des espaces un peu plus sophistiqués. Alors, je voulais demander à Fala, en fait, quand j'ai commencé à voir vos projets et vos dessins, vos collages, la première chose que j'ai pensé, c'est à Venturi, avec la maison spécifique que Scott Brown et Venturi ont fait pour la mer d'Europe. Il y a quelque chose de l'intérieur qui nous fait penser à vos collages d'intérieur, mais aussi la construction des intérieurs, la décision sur le mobilier, par exemple. Quelle est aussi la relation avec, par exemple, Venturi? On commence à parler déjà des architectes postmodernistes et le travail que vous faites. Bon, enfin, pour parler très clairement, Venturi, c'est un de nos héros, je pense. Et c'est une maison qu'on aime particulièrement, qu'on a eu la chance de visiter. Et oui, je pense qu'il y a, comment dire, la capacité de parler à la fois à une culture très populaire et une culture dite haute, entre guillemets, et de combiner toutes ces choses-là dans un projet. Enfin, disons, de ne pas voir cette distinction, finalement. C'est une des marques de Venturi qu'on apprécie énormément. Et finalement, c'est des espaces qui semblent très ordinaires au premier abord et qui ont cette forme d'étrangeté ou qui invitent à essayer de comprendre. Et ça, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. Après, c'est pas, enfin, pour nous, c'est une référence parmi beaucoup d'autres. Et je pense qu'un des antidotes à nos obsessions pour ces architectes, c'est le fait d'en avoir beaucoup, en fait. Ce qui fait qu'ils s'annulent les uns les autres d'une certaine manière. Et donc, ouais. Mais effectivement, oui, Venturi est un architecte qu'on admire beaucoup. Mais c'est ça que vous choisissez aussi, le mobilier chaque fois Oui, c'est-à-dire qu'après, il y a une des questions qu'on peut ouvrir, c'est la question de comment représenter l'architecture et la photographier. Et Shinohara disait que l'architecture, c'était 50% de construction et 50% de photographie. Et puis, dans notre cas, comme très souvent, les bâtiments qu'on transforme sont vendus ou loués assez vite et qu'on perd l'accès finalement. On doit un peu improviser, inventer des manières de rendre compte de leur domesticité sans que quelqu'un y habite vraiment. Donc, du coup, on est obligé d'inventer des stratégies pour ça. Après, on a testé pas mal de choses et oui, comme on en discutait avant, récemment, dans nos photos, il y a de moins en moins de meubles, à vrai dire. And it's a very common condition. Et puis, il est tout à fait commun pour nous, même si c'est assez bizarre pour les architectes. Eh bien, nous, on conçoit pour en fait personne.
Soit ce sont des rénovations, soit ce sont des maisons que nous allons concevoir sans savoir véritablement quelle famille va y habiter, quelles sont leurs routines, quelles sont leurs habitudes, comment est-ce qu'ils vont prendre leur petit déjeuner, combien de fois vont-ils prendre leur dîner dans la cuisine, dans le salon. Donc souvent, nos discussions sur la représentation vont plutôt être orientées autour de discussions sur les projections. Et c'est à partir de là que nos collages vont prendre une direction différente. La façon dont le livre va, par exemple, être plutôt proche de la cuisine ou le contraire. Les objets au sol également que l'on va projeter. Donc, parfois, il y en a certains, même certains qui se disent, ben voilà, c'est exactement la même personne qui a tout fait de A à Z, alors que absolument pas. C'est un petit peu comme si on se dénudait en tant qu'individu, pas en tant que bureau. La personne qui va cliquer sur ces différentes couches de Photoshop va dire, voilà, ça c'est ma projection de l'espace. Et de façon assez ironique, lorsque nous connaissons le client final, eh bien, nous ne fournissons pas le mobilier. Enfin, on n'a pas de projection du mobilier. On n'a pas vraiment besoin de prouver quoi que ce soit dans ces cas-là. Donc c'est une discussion qui est tout à fait intéressante parce que souvent, pas toujours, mais souvent, on travaille sur des espaces domestiques. Donc d'une certaine façon, on connaît tous les espaces domestiques. Certains pourront passer leur vie sans mettre un pied dans un musée, mais l'espace domestique, ça c'est quelque chose qu'on connaît absolument tous. Oui, on va parler sur l'habité. Mais dans votre cas, je crois que c'est très différent, non? C'est toujours pour un client très spécifique, non? Pour une personne qui va habiter. Ici, je voulais oui. Simplement le rapporter à un bâtiment, à une construction de Charles Moore, mais je crois que c'est pas important de ce moment-là, non? C'est construction d'objets dans des autres constructions, mais je crois que c'est intéressant à parler de ce cas de la personne qui va habiter et comment, je sais pas si le client, la personne qui habite dans cet espace, par exemple, s'il part, si la prochaine personne qui achète cet appart. C'est vrai qu'en fait, on se pose pas vraiment cette question. Nous, on fait un costume sur mesure pour chacun de nos clients. On spécule pas derrière en se disant que voilà, ça sera. Il faut installer des choses pour une certaine revente. Les gens qui viennent nous voir, ils viennent nous voir pour avoir quelque chose d'extrêmement spécifique. En règle générale, on fait pas construire non plus une maison. Alors bon, là, c'est un appartement, mais on n'en fait pas construire plusieurs dans sa vie. Et donc, effectivement, les gens qui viennent nous voir, ils veulent quelque chose de spécifique. Et de toute façon, on leur propose quelque chose qui correspond. Alors, on a un petit peu un rôle de détective, c'est-à-dire qu'on s'infiltre assez, d'une manière presque intrusive dans leur manière de vivre. Donc, on leur pose énormément de questions, on leur demande de rédiger des cahiers des charges assez précis, mais sur la manière dont ils habitent, leur passion. Alors, on ne demande pas un listing de pièces. D'ailleurs, la pièce ne nous intéresse pas en architecture. C'est plutôt les questions de l'usage, mais l'usage le plus précis. Ça peut même être comment est-ce que j'ai écrit, où est-ce que j'ai écrit, comment j'écoute de la musique, etc. Donc, c'est plutôt des situations qui nous intéressent et c'est ces situations-là qu'on va mettre en scène, mais d'une manière extrêmement précise. Et après, on va au-delà, évidemment, quelque part de la mise en place de fonctions un peu académiques. Je reviens d'ailleurs parce que là, je pense qu'il y a aussi une grosse divergence sur la capacité de production, en fait, ou de communication plutôt de l'architecture. C'est-à-dire que nous, on a une production qui parle de spatialité et pas de cadrage. Et c'est vrai que quand je vois la production de Fala, et ça m'intéresse aussi de savoir comment ils arrivent à exploiter ces documents-là, c'est qu'on voit que les choses sont, par le collage, qui est aussi quelque chose d'assez académique, on parle d'un point de vue. Et alors que nous, quand on parle d'un projet, en fait, on essaie systématiquement plutôt d'avoir un regard cinématographique. C'est-à-dire que sur tous les plans possibles et inimaginables, y compris, on raconte à nos clients ce qui se passe de très loin jusqu'au très près. Donc, quand on communique un projet, ça peut passer par une image 3D, mais à côté, il va y avoir une maquette, à côté, il va y avoir un prototype échelle 1, à côté, il va y avoir un récit, etc. Et en fait, on raconte un monde complet, en fait, et pas simplement... je me méfie beaucoup de l'architecture du cadrage, c'est ce qu'on propose aussi en concours. On dit, vous avez le droit à une perspective qui est dans cet angle de vue-là, etc. Et en fait, quelques années après, on a la chance d'aller voir ce bâtiment en vrai,
On profite parfaitement de ce point de vue. Et puis dès qu'on commence à faire le tour du bâtiment, on est parfois extrêmement déçu. Donc nous, on a la vigilance du récit, en fait, presque pas par pas, et d'essayer de communiquer ça. Bon, après, cet appartement-là, effectivement, c'était le premier qu'on a fait, là, voilà, qui avait été présenté aussi à la Biennale de Venise, qui a été racheté aussi par le FRAC, la maquette par le FRAC d'Orléans. Voilà, c'est un tout petit loft qui est au bord de la mer, et le principe, c'était d'utiliser un seul et même matériau, qui est la petite latte blanche. Voilà, donc on a pris comme petite référence la petite cabane de plage. Et puis, donc, il fallait y loger les quelques petites fonctions de ce studio, hein, qui était un libreton. C'est un client qui part très tôt à la pêche et qui fait la sieste en début d'après-midi. Donc, voilà, il y avait un toilette, une petite kitchenette et une salle de bain. Et donc, on a pensé à faire un plancher, une sorte de plancher volant, avec des disjonctions de lattes extrêmement précises, incisées un peu comme un tableau de Lucio Fontana, quoi. On a une référence aussi. Voilà, nos références ne sont pas vraiment architecturales, en fait. Elles sont plutôt artistiques. Voilà, on va aller chercher dans la musique, dans une série télévision, ce qu'on entend à la sortie de l'école, etc. On fait une sorte, notre architecture est un peu une éloge de la curiosité en permanence. C'est-à-dire que nous, tout à l'heure tu parlais de passion. Moi, la passion, c'est la curiosité. C'est qu'effectivement, quand je vais dans un club de sport, je vais écouter les gens, me parler de leur matériel. Voilà, quand je fais de la batterie, j'aime écouter entendre ce que les gens écoutent et pourquoi, et puis etc., etc. Enfin, donc nous, on essaie aussi de concentrer, de faire des petits concentrés aussi, des petites. Je crois que un peu plus tard, tu compares notre production à un bureau de curiosité. Eh ben, tu as tout compris. Effectivement, on essaie de produire une architecture qui soit non pas curieuse, comme si elle était originale, un mot que je déteste, par exemple, que je bannis de mon vocabulaire. L'originalité n'est pas un sujet d'architecture, mais qu'il ait une singularité, une curiosité qui correspond à une situation particulière, à un profil particulier, à une économie particulière, à un environnement particulier. En fait, la troisième image qui n'est pas là, c'est l'appropriation par les gens qui y habitent, mais on va parler de ça après, quand on en parle de l'habiter. Mais avant de ça... Alors nous, on est plus Roger Moore que Charles Moore. Okay. On est plus 007, on aime les gadgets, on aime tout ça. Oui. Non, l'autre chose, c'est pour parler déjà de Halfpipe qu'il y a ici, mais aussi vos projets qui sont très différents, hein, ceux qu'on a commencé à parler déjà, qui sont les installations artistiques, d'architecture, qui sont un autre moyen, non, pour pouvoir aussi connecter la théorie avec la pratique et aussi commencer à écrire un certain discours, à demander des choses sur comment vous travaillez. Alors, je commencerai avec ça, ce sont deux images, un de Avignon-Clouet, l'autre de Fala à droite, mais aussi pour voir comment ça se traduit avec le halfpipe qu'on a à l'extérieur, et pour commencer à parler de pourquoi vous avez décidé de faire cette propos. Oui, enfin, bon, pour expliquer un petit peu, on a commencé en parlant de la tour Nakajin à Tokyo. Ce qui est à droite ici, c'est une exposition qu'on a faite pour la Triennale de Lisbonne, qui donc parlait des recherches qu'on a, disons, du portrait qu'on a fait des gens qui vivent là-bas et du bâtiment dans son état tel qu'il était quand on l'a visité. Et donc ici, l'idée, c'était que l'exposition entière est basée sur... est faite avec ces échafaudages qui sont donc loués et donc les contenus de l'exposition, les imprimés que vous voyez là, sont suspendus à cette superstructure de la même manière que les capsules sont suspendues à la superstructure métaboliste, etc. Donc l'idée c'était de faire une espèce de résonance vis-à-vis. Mais en fait, au final, ce qui nous intéressait aussi, c'est que ces échafaudages sont des choses qu'on connaît tous. Finalement, ça fait partie de notre répertoire commun. En fait, finalement, c'est des choses qu'on connaît tous. Et nous, on pense au final que l'architecture est faite de ces répertoires et qu'on utilise, qu'on pioche dedans en permanence. Et l'idée, c'est, parce qu'on pense pas qu'il soit possible d'inventer quoi que ce soit, quoi. C'est-à-dire que pour nous,
une cuisine c'est une cuisine, un sol c'est un sol, etc. Et donc une fenêtre est une fenêtre. Et donc à chaque fois, la question c'est quelle est la meilleure fenêtre possible à tel endroit, la meilleure cuisine possible pour tel espace, et quel est son rapport à cet espace, etc. Mais donc, oui, je crois qu'en ce sens-là, bon, le half-pipe, c'est un tout autre type d'exercice puisqu'on n'a rien à montrer, si ce n'est notre travail en fait, et qu'on trouvait la demande assez étrange finalement, parce que, enfin, disons. Et l'idée, ça a été de rendre ça aussi domestique que possible, pour qu'il y ait une espèce de résonance entre les images qui sont montrées et l'objet lui-même. Mais voilà, pour dire en deux mots. And I would say that in a certain extent, Et dans une certaine mesure, cet exemple est un hommage, dans le plus grand respect. On pourrait se dire que c'est un petit peu agressif en tant qu'image, mais en fait, l'objectif, c'est vraiment de respecter le plus possible l'objectif de l'exposition, alors que là, c'est vraiment l'opposé. C'est une réaction très agressive à une géométrie extrêmement rare, extrêmement, en fait, bizarre. On est en train de dessiner quelque chose, de concevoir quelque chose, où on connaît le début, mais on ne connaît pas la suite. C'est plus une explosion, en fait, alors que là, c'est vraiment un hommage. Et dans vos cas, l'expérience de ces installations, expositions d'architecture dans votre carrière, mais aussi dans le cas du half-pipe? Nous, on le prend en fait aussi à chaque fois comme un nouveau sujet. Donc on s'intéresse encore une fois au contexte. D'ailleurs, l'image que vous voyez là, c'est le pavillon de la France à la Biennale de Venise en 2002, dont le thème était le contexte. Donc c'est pour ça qu'on était invité aussi dans ce cadre-là. Donc après, on le prend, et de la même manière pour le half-pipe, on prend le half-pipe comme un site, comme si on arrivait sur un terrain et qu'on avait une réponse à apporter. Après, pour nous, il n'y a pas de sujet noble, pas noble, etc. C'est-à-dire qu'on peut on peut commencer un projet par simplement un jeu de mots. Ça revient à la question du plaisir. Avoir un regard ironique sur les choses. Tout ça sont des sujets d'architecture. Donc on ne catalogue pas, on ne divise pas effectivement dans notre vie ce qu'on est, et puis rentrer dans le costume de l'architecte, voilà, qui est sérieux, qui est cartésien, qui est habillé en noir, etc. Nous, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est de trouver une certaine excitation, et on peut trouver à un moment donné un sujet qui va avoir un développement puissant, simplement avec un jeu de mots qui va être opératoire. On parlera tout à l'heure peut-être d'un projet qui s'appelle de la mosaïculture à la moisiculture. Voilà, c'est un jeu de mots, et en même temps, le bâtiment est dans un développement très sérieux. Donc là, le thème du contexte, voilà, on est dans un contexte de biennale, donc plusieurs exposants. On est dans un milieu humide, Venise. Donc nous, on a proposé, et on nous demande de présenter un peu nos petits bébés, quoi. Donc on a fabriqué des berceaux de maternité, enfin, on a détourné des berceaux de maternité qui sont fabriqués, voilà, pas très loin de chez nous. On a fabriqué une contrecoque et on a mis nos petits bébés à l'intérieur, un peu sous couveuse, étanches, parce qu'on sait, avec l'Aqua Alta, on sait jamais. Voilà. Et puis en même temps, on a présenté, il y avait une des contraintes qui était de présenter un échantillon à échelle 1 d'un bâtiment qu'on avait réalisé. Donc on avait assez peu réalisé de choses, sauf ce jardin dont on parlera tout à l'heure, le Chaumont-sur-Loire, qui est un jardin de moisissures avec et dans le cadre de ce développement, on a travaillé avec des microbiologistes de l'Institut Pasteur, etc. Et donc il y avait aussi cette idée de contaminer l'ensemble du pavillon avec ces moisissures, sachant que nous, on était extrêmement protégés puisqu'on était étanches. De la même manière, avec le half-pipe, voilà, la contrainte de ce half-pipe, Francis nous a dit surtout, on l'abîme pas. Tous les 3 mois, il faut le remettre au propre, etc. Et tout de suite, il nous a dit, mais nous, on a envie de l'attaquer. Après, vous voyez, ça rejoint. Alors après, c'est juste comme un jeu de l'esprit. Je sais pas si vous avez vu le film Ridicule, c'est un film que j'adore, où en fait, ce sont des joutes verbales, en fait, où on essaie d'aller attraper l'autre par simplement en le dominant par le langage. Voilà. Et là, on est aussi dans une domination quelque part du langage architectural, on va dire. Et donc, on s'est dit, lorsqu'on fait du surf ou des sports de glisse, on attaque un half-pipe, c'est-à-dire qu'on n'y va pas
encore une fois, en étant neutre, on ne peut pas descendre un halfpipe en disant je ne sais pas comment je vais l'attaquer ou quelle figure. Alors évidemment, il y a aussi un peu d'impro par rapport à la situation, etc. Mais on est quand même dans une démarche un peu volontaire. Donc il y avait cette idée-là. Ensuite, on l'attaque parce que on présente une scie qui est une scie passe-partout, c'est-à-dire qu'une scie qui ne se manipule qu'à 2 personnes. Donc c'est aussi les 2 têtes de notre agence. Donc voilà. Et puis c'était aussi une main ouverte à Fala. Ils prennent une poignée, on prend l'autre et on découpe ce foutu halfpipe, quoi. Voilà. Donc et en même temps, vous avez vu qu'il est la scie est posée sur la tranche dans un équilibre fragile. Donc ça explique aussi métaphoriquement la manière dont on conçoit un projet, c'est qu'on est toujours, nous on dit souvent qu'on est dans un état métastable, c'est-à-dire qu'on cherche un certain équilibre. Je pense qu'on est de ça là-dessus, on est vraiment dans la même ligne. C'est-à-dire qu'on est toujours entre le métastable, c'est entre l'équilibre et le déséquilibre en fait. Il suffit d'une petite perturbation pour que quelque part le château de cartes s'écroule. Et donc ça nous intéresse d'être un peu aussi sur la tranche. Et puis après, effectivement, donc les 2 souris que vous voyez qui sont les poignées en chaîne, c'est aussi c'est notre logo qui est divisé en 2, parce que on a aussi un sous-titre à notre agence qui est la souris et le marteau, une sorte de science entre l'ingénieur, la souris, voilà, le truc binaire, etc. Et puis le marteau qui est l'intuition du bricoleur où tout est possible en fait. On garde des choses aussi en se disant que peut-être un jour ça servira. Donc voilà. Et puis les dents de scie, c'est la skyline en fait de quelques projets voilà qu'on a pu faire en 20 ans. Comme si à chaque situation, en fait, on avait incisé aussi le site avec nos projets qui étaient rentrés dedans, en fait, et qui venaient aussi s'inscrire dans une histoire et dans un territoire même physique. On aime aussi le côté, on aime le rapport à la matière, mais d'une manière aussi où on rentre dedans. On a fait beaucoup d'expériences sur des matériaux où on les a calcinés, on a essayé de les contraindre, etc. On aime aussi qu'il y ait une espèce de violence par rapport à la matière, quoi. Voilà. Quelque chose à ajouter, c'est très différent, non? La façon non, surtout sur le halfpipe, de penser à comment être à côté de notre... On parlait d'action et de réaction, je crois que oui, dans les 2 cas, il s'agit de réaction quand même. Et oui, puis on trouvait cet objet minimaliste un peu effrayant au départ. Enfin, son aspect minimaliste, on trouvait effrayant. Et donc, je crois que c'est un autre type de violence, mais je crois que dans les 2 cas, il y a un petit peu de violence. Ici, il y a 2 projets de maisons, de intérieurs, de clients. Par exemple, ici, la scie à 2 personnes, c'est entre vous et le client, par exemple. Et je voudrais parler, vous avez déjà commencé à parler de l'importance du client, de la personne qui va habiter ou la personne que vous ne savez pas qui sera, mais qui aussi va y habiter. Et l'appropriation, non, de l'utilisateur. Comment vous travaillez avec ça? À vrai dire, c'est le premier projet qu'on a, peut-être le 2e, 3e projet qu'on a fini, qui était pour un client dont on savait qu'il allait habiter dedans. Et donc, comme très souvent, en fait, le volume était déjà donné. C'était une ruine en fait. On pourrait on aurait pu montrer des images de l'état dans lequel c'était avant, mais en fait, la seule chose qu'on savait qui était donnée, c'est qu'on allait devoir garder le volume, quoi. Et le budget était extrêmement bas, et en fait, la volonté, ça a été de faire un espace qui est ici, donc le salon salle à manger, qui prend l'entier de la profondeur et de la largeur du bâtiment et de la hauteur. C'est-à-dire que c'est un espace aussi, disons, il donne l'impression, à cause de cette expansion dans les 3 dimensions, qu'il est beaucoup plus grand que ce qu'il est en fait. Et ensuite, donc, il est défini simplement par un mur courbe avec 3 portes, 4, je me doute maintenant, qui amènent vers tous les autres espaces. Donc il y a une chambre, une mezzanine, une salle de bain, etc. Et l'entrée. Et voilà, donc c'était un espace aussi
simple que possible, au final. Mais les plantes, les meubles, les chaises, Oui. tu es comme parfaitement mise en scène. Ça c'est. Là, en l'occurrence, c'est effectivement les meubles de la personne qui vit là. Ouais. D'accord. C'était ça la question. In this case, contrary. Et puis, contrairement à ce que je le dis tout à l'heure, en fait, là, on avait eu une personne qui nous a bien expliqué la façon dont elle vit, une femme célibataire, sans enfant. Donc, tout a été vraiment fait sur mesure. Ça a été une expérience assez drôle pour nous, d'ailleurs, ça nous changeait. Et c'est une toute petite maison à l'origine. On a vraiment essayé de la rendre aussi grande que possible, avec quelques petites astuces pour en faire un espace aussi important que possible. Et puis également avec une mise en scène bien précise pour que chaque livre, chaque plante, chaque élément soit vraiment mis en valeur. Donc ce projet, dans notre cas, ça a été un peu un soulagement parce que c'était tout à fait en ligne avec nos rêves tout simplement. Tout ce qu'on aurait pu imaginer dans le passé. Et là, on a vraiment essayé de déformer l'exercice habituel. C'est-à-dire que là, on essayait vraiment de voir la façon dont cet espace pourrait être occupé en discutant avec cette personne. Donc, on est vraiment très content du résultat. C'était une maison vraiment bon marché du point de vue du budget. Ça, moi, je suis pas intéressé si c'est exactement comme vous avez pensé tout ça, mais l'importance que cette première idée ont dans le futur, comment les habiter ces espaces, non, par des différentes personnes. It's a deeper, it's a more complex. Alors en fait, la question elle est bien plus complexe que cela. La maison a coûté 50 000 € pour la construction. Et il y avait une personne à l'autre bout du monde qui l'a vu dans un magazine et qui l'a acheté pour 4-5 fois le prix. Et donc maintenant, le mobilier il est complètement différent, etc. Donc voilà le contexte dans lequel nous, on s'inscrit, même si on a un client final. Du fait de la situation de l'immobilier à Porto, eh bien, au final, il va y avoir ce processus d'achat et de revente. Est-ce que c'est important pour vous? Non. Parce que nous, on nous demande un projet et puis voilà. Alors, est-ce qu'un appartement devrait-il être vraiment fait sur mesure pour une personne ou non? Pour moi, un bon espace est un bon espace. Point à la ligne. Mais pour répondre à votre question plus précisément, pendant les 6-7 mois où notre cliente y a habité, j'ai visité la maison quelques petites fois et elle était vraiment très contente. L'espace était plus ou moins tel quel. Elle avait peut-être changé une table et elle avait essayé de changer vraiment quelques petites choses pour s'habituer un petit peu plus, enfin habiter un petit peu plus cette courbe dont elle n'était pas sûre. Enfin, elle savait pas vraiment comment se comporter avec cette courbe, mais voilà. C'était grosso modo la même chose. Et dans le même temps, lorsqu'elle a finalisé la vente, elle a conçu une maison complètement différente sans nous. Donc nous, on était complètement contents, mais peut-être qu'elle c'était différent. Mobilier, on pourrait dire. Est-ce que ça c'est quelque chose que vous importe, qui est important, ou vous donnez l'espace et à partir de ce moment, c'est chaque personne qui y habite qui la transforme? C'est la question de l'appropriation. Oui. Je pense qu'on a des espaces qui sont très, très conçus, millimétrés, le plus juste possible en termes de... on en a parlé spatialement autour, à l'intérieur, etc., avec de multiples points de vue, de multiples parcours. Et je pense que comme c'est extrêmement conçu, finalement, l'appropriation, on se met, nous, en tant qu'architecte, à la place du futur utilisateur dans toutes ces situations le plus possible, ce qui fait qu'après, quand c'est réalisé, c'est comme des chaussures ou des chaussons. Le client vient se mettre dans les mêmes chaussons que ceux qu'on a pu occuper précédemment. Donc, cette appropriation peut avoir lieu. Après, il y a forcément entre guillemets, des dérives, c'est-à-dire que les gens, ils habitent dedans comme ils sont. Donc forcément, ils vont avoir des mobiliers différents, voilà, c'est tout à fait normal. Ça n'a pas de, mais
Il nous est arrivé de demander à des clients s'ils avaient des meubles de famille, des choses comme ça, pour les mettre en scène dès le départ. Ça nous est arrivé, du coup, de l'intégrer directement, en fait, et pas que ça vienne d'une manière un peu incongrue. Après, nous, on est plus coquins que ça, c'est-à-dire qu'on attend qu'on met toutes les conditions possibles, et souvent, quand ils ramènent leur mobilier, ils se disent, putain, ça va pas du tout, et donc ils revendent et ils rachètent un truc qui est vachement mieux. Ouais. Donc, voilà, on a eu, je reviens tout à l'heure par exemple pour le Pinto sur Loire, il y avait un meuble de Garouste et Bonetti, on l'a mis en scène d'une manière presque même muséale, on lui a fait des piétements, on l'a mis sous une vitrine, etc. Enfin, donc il y avait, avec évidemment l'accord du client, avec une mise en valeur aussi, mais ça peut être aussi une armoire normande, je sais pas quoi, une vitrine, un bibelot. Si ça a une importance capitale et que ça doit avoir une place importante, il faut qu'on lui trouve la meilleure place et que la maison s'articule autour d'objets, souvenirs, etc. Mais on crée aussi des conditions pour que des choses arrivent d'une manière incongrue et qu'ils apportent aussi leur plus-value. C'est pour ça qu'on a souvent des intérieurs où on n'utilise pas la couleur, parce que nous, on considère que la couleur, ça vient de la lumière, en fait. Donc on crée des conditions de lumière optimum pour avoir des couleurs qui arrivent, que le paysage rentre, des reflets, des choses comme ça, enfin, qu'il y ait tout un tas de paramètres qui arrivent, mais qu'après aussi, voilà, un livre posé sur une table, une chaussette qui traîne, je sais pas quoi, et ben ça, c'est aussi un morceau de vie, et c'est aussi une matière, une couleur, etc. Et ça raconte aussi les gens, et du coup, ça amène une plus-value aux espaces. Voilà, on n'est pas, on est précis, mais on n'est pas autoritaire. Derrière ces images, il y a la construction, non? Et il y a une image de la construction de bâtiments. Et... C'est vous? Non, ça c'était dans votre page. Ah merde, c'est nous. On ne reconnaît pas nos projets. Non, mais je voulais parler et l'autre, ouais, ça c'est Fala. Ça c'est Fala, ça. Ouais. Mais en tout cas, c'était pour parler de l'artisanat, la construction traditionnelle et l'utilisation de, je sais pas, de la préfabrication. On a vu jusqu'à ce moment-là des projets où le détail a beaucoup à voir avec les gens qui travaillent sur le site. I mean, I can say two things that are not. Alors, deux choses que je pourrais y dire. Nous, on va à une échelle de 1,25, pas plus. Il y a des contraintes budgétaires, etc. Donc, ça ne serait absolument pas logique pour nous d'aller au-delà de ça. Et puis, la plupart des décisions, de toute façon, sont prises sur le site. Donc là, en fait, on va aller sur le site et on va se dire, voilà, est-ce qu'on a encore, qu'est-ce qu'on a encore comme argent dans notre budget pour faire ceci, cela, ou est-ce qu'on peut pousser un petit peu plus la chose, ou au contraire, se retirer quelque peu. Et puis, bien entendu, c'est un projet d'exécution, c'est-à-dire que, voilà, on va avoir quand même un plan en tête, mais il y a quand même cet aller-retour qui est encore possible, et on est très très chanceux d'avoir d'excellents rapports avec des artisans qui sont extrêmement précis dans ce qu'ils font, avec des marbriers qui parfois ont 65, 75 ans, et on a vraiment la grande chance que de collaborer avec ces personnes et d'apprendre d'elles. Il y a une ambition de point de vue de l'artisanat, mais dans un grand nombre de cas, pour nous en tous les cas, ce n'est pas possible d'aller aussi loin qu'on le voudrait. Je dirais qu'elle n'est pas simpliste, mais simplifie au final notre architecture. Nos projets d'exécution, ils vont plus vite parce qu'on n'a pas besoin de faire un certain nombre de choses. Alors en fait, cette histoire des échelles de 1 à 25, quand même, on a des détails qui pourraient presque en faire qu'on est à une échelle de 1 à 10. Mais ça a quelque peu changé notre architecture. En fait, notre architecture, elle est quelque peu moulée par cela également. C'est parce que c'est possible de faire en Portugal, à Porto, non? Parce que les prix des gens qui travaillent en site et tout ça sont encore aséquibles. Il y a des pays où ça c'est absolument impossible parce que c'est absolument trop cher. Je ne sais pas, à Nantes par exemple, si c'est encore possible aussi de travailler de cette forme plus de bricolage, de bricole, où ça dépend aussi de l'échelle des... Ça dépend du fait que si c'est une transformation ou pas aussi. Hein, parce que c'est pour ça aussi, enfin, une des raisons pour lesquelles notre, disons, on ne va pas, enfin, on est obligé de tout adapter sur le site,
puisque c'est des rénovations. Après, je reviens juste, je fais une parenthèse, enfin pas une parenthèse, je reviens sur le rôle de l'architecte en fait. Il y a beaucoup d'architectes aussi qui aujourd'hui refusent de suivre leur chantier. Je pense que, est-ce que vous suivez vos chantiers? Oui, nous aussi. Et donc on a aussi cette exigence-là d'aller jusqu'au bout, en fait, d'être juste boutiste en fait entre les premiers croquis et puis d'avoir l'exactitude, parfaite exécution de ce qu'on a imaginé ou ce qu'on a conceptualisé pour un de nos clients. Donc on a cette exigence-là. Après, on se retrouve aussi sur le rapport à l'artisanat. Et ce que je veux dire, c'est que quand on est sur place, effectivement, on peut influencer des situations, y compris sur des projets de plus grosse envergure. Voilà, le fait d'être là fréquemment et de pouvoir connaître les personnes qui sont en place. Et on arrive aussi à négocier certaines choses qui n'étaient pas forcément écrites parfaitement dans le descriptif du marché, etc. Voilà, c'est parce qu'il y a aussi une relation de confiance et aussi une appropriation. Parce qu'on parlait de l'appropriation de nos clients, mais il y a aussi une appropriation des entreprises qui, à un moment donné, quand ils font quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire qu'ils leur sortent de leur ordinaire, s'investissent beaucoup plus et sont prêts à faire quelques concessions supplémentaires parce qu'ils prennent plaisir à leur ouvrage et remercient les architectes d'être à la fois présents, mais aussi de leur donner une réactivation de savoir-faire qui font la beauté aussi de leur métier et de l'échange qu'on peut avoir avec eux. Donc ça, nous, on est aussi on se retrouve tout à fait dans cette. Je crois que le seul et unique projet dont on n'a pas suivi l'exécution, c'est celui-ci. Je crois qu'on peut continuer avec la communication de l'architecture, qui est une chose que je crois que c'est très visible dans votre travail. J'avais des choses pour lire ici, mais je crois qu'on peut commencer avec les images que vous avez décidé de présenter pour ce soir, non? De comment vous présentez, par exemple, avec ces deux images qu'on voit ici, mais aussi quand on regarde votre page web, le site web, dans les deux cas, à gauche, Avignon Chloé, ils utilisent le mot de les sujets, après il y a le complément, pas les projets par exemple, et dans les sujets il y a l'habitat individuel, le collectif, l'équipement et les singuliers. Si on visite le site web de Fala, là on voit des projets, des images. Les images sont ce qu'on nous permet de voyager par vos projets. Et de là, on trouve des connexions entre tous les projets. Ici, ils sont pas tous là, il y en a beaucoup plus, mais c'est une autre façon de classifier, je dirais, non, les projets aussi. Alors, ça est aussi connecté à la façon, par exemple, de faire des collages ou des renders dans les deux cas. Ce sont des images que moi j'ai choisies, qu'on a décidé, mais on a commencé avant à parler si c'était vous-même qui faisiez les renders ou les collages, et je voudrais aussi parler de ça. Et aussi comment vous présentez, vous disiez maintenant que votre offre, vos dessins ont le détail de 1 à 10, dans les dessins 25 et tout ça, mais quand vous présentez les dessins, ce sont à gauche, c'est Fala, à droite, c'est Avignon Chloé. Ce sont des dessins à ligne, non? Il n'y a pas la grosseur des murs et tout ça. Et il y a des grandes différences, non? Comment vous présentez, que je ne sais pas si ce sont exactement aussi le projet d'exécution, de construction, c'est les mêmes dessins que vous présentez publiquement. Alors, je crois que avec ces trois situations, façons de communiquer, de vous présenter en public, j'aimerais bien savoir les décisions, si ce sont des décisions et comment vous travaillez avec l'importance de la communication pour vous. This is a very long question. Alors, c'est une question qui est très longue et on commence à manquer de temps, donc on va essayer de répondre aussi brièvement que possible. Première slide.
Là, ça montre vraiment la façon dont nous voyons notre travail. Chaque projet est sa propre île, avec son propre élan, son propre budget, ses propres contraintes. Mais souvent, ce sont les mêmes personnes qui travaillent. Donc, elles vont partager tout un ensemble de tropismes et de sujets qui leur sont communs. Et on ne va pas se dire... C'est un processus qui est assez organique. Et ensuite, on va présenter sur le site internet une première couche du projet et ensuite les différents points en commun entre ces projets. Alors la représentation, souvent on va intervenir dans le cadre de rénovation, etc. Mais parfois on va inventer également avec un nouveau bâtiment. Quoi qu'il en soit, on va travailler avec du 3D, des esquisses. Et nous, on essaye en fait de s'exprimer, de dire quelque chose, de se dire quelque chose à nous et puis également à quelqu'un d'autre. Et puis, ce qu'il faut préciser, c'est que pour nous, pourquoi est-ce qu'on a commencé à faire des collages? On avait vraiment très peu de temps pour les concours. Donc pour l'imagerie, on s'est dit, voilà, on va procéder de la sorte, parce que c'était plus simple. Mais ensuite, on s'est rendu compte que ça avait une influence sur la façon dont nous concevions l'architecture. Et puis également, c'était moins trompeur d'une certaine façon. Parce que bien entendu, clairement, ce n'est pas la réalité. C'est vraiment un projet qui n'est pas encore réel, qui n'existe pas. C'est une promesse, c'est tout. Et puis dans notre processus, c'est également très important cette discussion qu'on a avec le client, parce qu'à ce moment-là, la question c'est... Ce n'est pas vraiment le modèle que l'on va choisir, par exemple le poignet de porte. C'est plus une question d'espace, d'une certaine façon. Donc, en quelque sorte, cet échappatoire de la réalité, elle est très importante dans un premier temps pour mieux affronter la réalité dans un deuxième temps. Et puis ça nous donne également une marge d'erreur. Une marge d'erreur parce que tout y est. Donc un enfant de 4 ans pourra comprendre l'image, mais dans le même temps, ça ne dit pas tout. Et donc ça nous permet vraiment de jouer également avec ces histoires d'échelle de 1 sur 2, 1 sur 10, 1 sur 25. Et ces dessins, on a également commencé à les faire parce que la plupart de nos projets, c'était des rénovations et d'une certaine façon, la plupart de nos projets, on essayait d'effacer un petit peu ce qui était neuf et ce qui était vieux dans ces projets. Il faut que le produit final soit un et un seul, qu'il y ait cette unicité. C'est juste une façon de représenter l'espace, l'architecture, la hiérarchie, la plupart du temps. Ce n'est pas parce que nous, on ne sait pas le faire, c'est juste que nous, on a envie de se concentrer sur ce qui va vraiment être important pour nous du point de vue des proportions de la circulation dans un espace. Ce qui nous permet de retirer toutes les expressions de construction, peu importe les matériaux qui vont être utilisés par exemple pour le mur. C'est juste un mur qui va être utile pour séparer tel espace A de tel espace B. Pour nous, on n'a pas besoin d'autre chose pour communiquer sur notre projet. D'une certaine façon, on n'en est pas ultra fiers non plus, parce que ce n'est pas non plus si impressionnant que cela, mais c'est juste une façon de souligner des points de tension et la dynamique générale, avec les proportions, les espaces, etc. Bon, c'est différent, mais je crois que c'est intéressant aussi à parler, non, de comment vous organisez vos travaux. Sur la communication, déjà sur le portrait, en fait, on met voilà, c'est des casques. Nous, on a eu une stratégie entre guillemets assez simple quand on a commencé en 2000. C'est qu'on s'est dit que nous, on n'était pas spécialement beaux, photogéniques, on n'était pas spécialement intelligents. Et ce qui allait compter en fait dans notre parcours d'architecte, c'est pas nous, c'est pas nos personnes. On voit aujourd'hui qu'il y a aussi d'autres stratégies d'entreprise où c'est plus la personne ou l'architecte qui se met en avant que ça produit. Nous, on a toujours dit, on produit de l'architecture et puis on verra bien ce que ça donnera en fait. Donc c'est vrai qu'on s'est souvent, c'est pas qu'on se cache, mais enfin disons que
On se met pas en avant parce qu'il n'y a pas de raison qu'on se mette en avant. Le sujet de ce qu'on produit, c'est de l'architecture. C'est pas Avignon-Clouet. On s'en fiche un peu si on fait du football, du baseball, de la batterie, je sais pas quoi. C'est pas quelque part. Je m'en fiche de la vie des architectes en fait. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'ils font et ce qu'ils donnent à vivre en fait. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on met cette espèce de cagoule du Ku-Klux Klan là, qui est un de nos projets. Voilà, pour pas qu'on voit notre visage en fait. Après sur la déclinaison de notre site internet, c'est plus quelque chose qui est littéraire, c'est-à-dire que effectivement chaque projet est un sujet, un peu comme vous avez vu que tous nos projets ont des noms un peu comme des fables. Tout à l'heure, on a vu un projet qui s'appelait Le début des enduits. Voilà, donc on essaie aussi, parce que c'est à un moment donné un projet, je ne vais pas tomber dans le mystique, mais c'est aussi un nouvel interlocuteur. Enfin, on a quelqu'un en face de nous quand on développe un projet. Donc quelqu'un en face de nous, il a forcément un nom, un prénom, une identité. Et donc on s'attache très, très précisément à essayer de définir. Ça participe aussi à la communication. On s'adresse à quelqu'un. Donc, quand on a un client en face de nous, on nomme le projet. Il est autour de la table. Donc, c'est un interlocuteur privilégié aussi le projet. Voilà. Donc, après nous, enfin dans la représentation. Donc ça, ce n'est qu'un extrait de la représentation. C'est-à-dire que nous, quand on communique, il est tout à fait possible d'avoir un prototype échelle 1 fabriqué par nous-mêmes le week-end avec notre scie sauteuse, etc., pour faire voir à un client ce que ça donne pour de vrai. Ensuite, si on parle d'un mur, là c'est aussi une divergence, le mur, il aura forcément une matérialité, et je pense qu'on a aussi une manière de concevoir qui n'est absolument pas académique, c'est-à-dire qu'on ne commence pas par le dessin. On peut très bien nous commencer un projet par l'envie d'un détail technique, par exemple, ou l'envie d'une matérialité, d'un mur, par exemple, ou d'une matière, et que c'est à partir de ce mur, de cette brique, de ce boulon, de ce je sais pas quoi, que va se décliner l'ensemble de la construction et définir la chambre à coucher. Donc il n'y a pas d'entrée en fait dans un projet, il y a toutes les entrées. Je pense que quand on aborde un projet, on est dans une liberté absolue, totale, et on s'offre aussi cette liberté, et donc on n'a pas de protocole en fait. D'ailleurs, c'est ce qui est difficile dans l'enseignement de l'architecture, c'est qu'on commence pas par faire, je sais pas quoi, aller sur le site, on fait des photos, et puis après on fait un carré sur un terrain, et puis ce carré il devient un plan, et puis ensuite ce plan il est monté, voilà, et puis après on fait des coupes, et puis après on vient plaquer une texture dessus. C'est une espèce de réflexe académique des écoles aujourd'hui. Non, pour nous, il faut que ça parte d'un constat, d'un point de vue, et ensuite, ce point de vue, il va être guidé par des intuitions. Aussi des mots qui sont souvent bannis dans les écoles d'architecture, mais il faut faire confiance à son intuition. Et je pense que justement, l'expérience des architectes, c'est qu'ils aiguisent leur intuition au fur et à mesure de leurs expériences. Et on voit bien qu'on a une capacité, avec le fait d'avoir répété différents exercices, on va dire, hein, qu'on a une intuition qui est beaucoup plus aiguisée, et on va beaucoup plus vite à l'essentiel, à la pépite. Alors qu'avant, on taillait un gros bloc et on mettait beaucoup de temps. Aujourd'hui, on va beaucoup plus vite à aller développer le cœur du sujet. Alors du coup, pardon, c'est pareil, lorsqu'on voit nos clients après avoir essayé de bien comprendre la commande, on s'isole pendant un mois et demi, on ne les voit pas, on communique pas. Et quand ils viennent chez nous, on leur présente un projet qui est quasiment fini. C'est-à-dire qu'on en présente des documents qui ne sont pas de l'ordre de l'esquisse, où on va négocier un petit parallépipède, je ne sais pas quoi, pour poser la maison sur un terrain ou un bâtiment, etc. On présente un projet qui a un nom, qui a des détails, parce qu'on a besoin d'être convaincu pour communiquer, en fait. Et on a besoin d'avoir fait déjà le tour et d'avoir éliminé tout ce qu'on pouvait éliminer pour dire, alors voilà, on a pensé à plein de choses, mais il y en a un qui ressort du lot, et c'est celui-là qu'on a développé. Et généralement, elle est à 95%, on va laisser 5% de côté, on embarque les clients dans notre aventure, mais commune. Notre aventure, c'est pas l'aventure de l'architecte, c'est leur aventure et notre aventure. Et dans votre cas, c'est comme ça aussi. Il y a le client qui arrive et le projet est déjà presque. J'aimerais bien que ce soit comme ça, mais non. Non, en fait, la plupart de nos clients ne savent pas qu'on s'appelle Fala, nous connaissent par nom,
enfin nous appellent par nos noms, et n'ont absolument pas envie d'avoir affaire à un architecte. C'est-à-dire que pour eux, c'est un problème. Et un problème qui est une nécessité légale. Et donc, en fait, une bonne partie de nos efforts est dédiée au fait de défendre l'idée qu'il faudrait un projet. En fait. Et donc, voilà, on en est là, avec ça. Donc, si on vient avec un projet fini et que, enfin, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et donc, oui, c'est beaucoup plus une espèce enfin, je pense It's like Don Quixote. Hein? It's the metaphor of Don Quixote. C'est la métaphore de Don Quichotte. On a des clients normaux, des clients qui vont nous dire ce dont ils ont envie, et ils vont avoir certaines attentes concernant notre travail. Ils représentent une infime minorité. On a des clients qui savent ce qu'on fait, qui comprennent ce que l'on fait, mais ils n'ont absolument pas envie de s'impliquer. Puis on en a d'autres, plus de la moitié de nos clients, qui n'ont absolument aucune compréhension, aucune attente, aucune ambition pour travailler avec nous. C'est juste qu'on était le premier nom sur la liste téléphonique, sur le bottin téléphonique. Parfois, c'est pour des raisons qui sont complètement bizarres. Ils vont avoir aucune attente. Ils ont juste envie d'avoir un projet qui sera terminé demain. Par exemple, pour ce projet de la maison, il y avait un budget qui était si contraint qu'on a été les seuls en fait à accepter le projet. Donc voilà en gros la dynamique de nos relations. Moi j'aime bien dire que le secret d'une vie heureuse, c'est d'avoir des attentes aussi petites que possible, aussi peu élevées que possible. Donc voilà, nous on va dire oui. Quoi qu'il arrive, on va dire oui. On se retrouve du coup à devoir relever des défis qu'on ne devrait peut-être pas relever. Et ces 50% de projets que nous devons réaliser sont souvent très complexes. Ce sont de véritables défis, mais ce sont des opportunités en même temps. Parce que les clients normaux ne s'y risqueraient pas. Donc si il y a un projet, en fait, il n'a pas du tout été sollicité ni voulu dans un premier temps. Dans la plupart des cas, c'est pour le bien commun, je le pense en tous les cas. Et ce qui nous emmène sur cette question de la communication à un niveau complètement différent. La façon dont nous nous parlons, c'est une façon totalement différente dont nous allons communiquer avec nos collaborateurs et encore très différente de la façon avec laquelle nous allons communiquer avec les agents de la municipalité. Donc les mots qu'on va utiliser pour décrire un projet à la municipalité, ça va être très ambigu parce qu'on n'a pas envie qu'ils nous chargent d'anoise. Avec le client, ça va être encore un autre vocabulaire, une autre façon de parler, et on va juste leur dire voilà, ça va être beau. Parce que c'est ce qu'ils ont envie d'entendre. Personne n'a envie d'entendre parler de la façon dont on va concevoir une salle de bain, une baignoire, Pinterest. Oui, on va parler de ça, par exemple, avec nos clients et on va créer des petits tableaux sur Pinterest pour communiquer avec eux. Vous voyez un petit peu sur à quoi je vais en venir. La dernière chose, on n'a pas beaucoup de temps, mais une ou deux questions vite, on va pouvoir les faire. Non, je pense que les gens qui viennent nous voir ne viennent pas par hasard chez nous. Vous avez de la chance, vous vous rendez compte. La plupart du temps, ils savent pourquoi ils viennent nous voir et ce qu'ils recherchent. Évidemment, on a un palmarès, entre guillemets. On a construit quelques trucs qui, évidemment, les séduisent ou les font venir chez nous. Après, c'est une certaine catégorie de clientèle. On a une diversité de clientèle qui fait que... voilà. Après, donc en général, ils sont déjà un petit peu séduits. On les fait travailler puisqu'on leur demande de nous faire un cahier des charges. On les interroge, on les cuisine un peu, entre guillemets, on s'extrait du cercle, on leur dit, ben voilà, pendant un mois et demi, on vous voit plus. Et après, on revient, avec, comme disait Benjamin, avec un projet qui est relativement abouti pour justement qu'il y ait du grain à moudre, que les choses soient concrètes pour eux le plus possible. Il y a aussi certains atouts stratégiques, évidemment, à avoir cette posture, mais en même temps, ça permet aussi de concevoir le projet le plus précisément du monde,
pour avoir des arguments, enfin, c'est normal, quoi. Je pense que c'est normal. C'est beaucoup plus. Nous, on est d'autant plus sûrs de notre proposition, et eux sont évidemment plus séduits de quelque chose de fini que de quelque chose de trop incertain, quoi. En fait, ça nous évite de justement adapter notre langage, parce qu'on essaie plutôt d'embarquer les gens avec une force de conviction, avec un parti pris, voilà, qui est compréhensible par tous, avec une espèce de démonstration comme une évidence, en fait, voilà, c'est ça. Et du coup, encore une fois, on essaie de tourner autour de la question de la vérité. Et après, peu importe à la limite l'interlocuteur, de toute façon, c'est très. Je vous admire si vous arrivez à adapter chaque langage à chaque personne qui est en face de vous, surtout quand vous avez un jury où vous avez autant de personnalités que de décisionnaires. Ça voudrait dire qu'il faudrait comprendre les psychologies de chacun. Non, nous, on arrive en disant voilà pourquoi telle chose a été élaborée. Voilà, on essaie d'expliquer brièvement le processus. Évidemment, on ne va pas avoir un langage trop technique, mais on va plutôt parler de la puissance des choses qu'on présente. Et puis ensuite, on essaie d'emmener les gens dans cette aventure-là. Après, on en laisse fatalement sur le côté. Mais bon, c'est un peu le jeu aussi. Il y a pas. Mais on va pas essayer de se pervertir pour essayer de convaincre tout le monde. On va plutôt essayer de se dire que c'est encore une fois le projet qui va faire effet. Après, ça fait. Excuse-moi, je complète. Très 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 souvent, en fait, le projet qui est présenté va très au-delà de ce que les gens demandent. C'est-à-dire qu'en gros, le cahier des charges, c'est je veux une chambre, un salon, enfin, c'est ultra basique la plupart du temps, mais il y a des intentions, des arguments, des éléments, on parlait de la piscine tout à l'heure, ou des choses qui sont dites à demi-mot, ou qui sont explicitées d'une certaine manière, et c'est ces éléments-là, en fait, qui vont parfois devenir des éléments clés de la conception, qui vont permettre cette mise en scène, qui vont permettre ces articulations. Donc c'est assez paradoxal pour eux, parce qu'ils vont voir, à un moment donné, un projet qui va complètement transfigurer leur demande, et qui va aller beaucoup bien au-delà, enfin, notre concept architectural en général. Voilà, alors après, nous, on n'accepte pas toutes les commandes non plus. C'est-à-dire qu'il y a par exemple, le type de client qu'on refuse, c'est le client qui va nous dire j'aimerais que vous me fassiez ça. Bah, si vous savez déjà ce que vous voulez, vous n'avez pas à faire appel à un architecte en fait. Donc la plupart du temps, alors nous on a beaucoup de clients qui sont très peu avertis en architecture. Ils nous ont aussi parfois attrapés par hasard. Hein, faut pas croire. Par contre, on sent dans nos premiers échanges qu'ils ont cette volonté de curiosité, d'aller au-delà et donc ils viennent chercher. Quand on vient voir un architecte, c'est qu'on vient aussi chercher un savoir qu'on n'a pas. En fait, sinon on le fait soi-même. Il n'y a pas de raison, quoi. Donc voilà, un client qui nous dit bah je veux ça et vous allez me faire ça, on lui dit dehors. Au revoir, merci. Et vous ne devez rien. Peut-être que c'est pour ça que vous parlez quelquefois que vous faites une architecture d'insolence, et dans votre cas, c'est une architecture naïve. Mais en tout cas, on ne peut pas commencer maintenant sur cette discussion, mais peut-être on attend pour une question avant de continuer cette colloque à l'extérieur ou après. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire une seule question, j'imagine? On parlait beaucoup de la relation à l'utilisateur final, finalement. Ouais. Et la question que je me posais, c'est comment vous abordez finalement un habitat collectif, par exemple. Parce que vous n'avez pas l'utilisateur final à ce niveau-là. Donc cette relation, cette démarche invasive que vous allez avoir sur les habitudes des gens, etc., vous ne l'avez pas du tout. Alors justement, on profite de donc on a fait du logement social hein, dans le 17e arrondissement ici à Paris. Mais par contre, c'est vrai d'ailleurs, et c'est comme ça qu'on avait été choisi, c'est que c'est par notre grande expérience de l'habitat individuel qu'on arrive à se projeter aussi sur l'habitat collectif, en fait. Et que la situation qu'on a réussi à mettre en place sur je sais pas si vous connaissez ce programme de la rue Rebière, qui était une petite, enfin, on va pas rentrer dans le détail, mais bon, il y a plusieurs architectes les uns à côté des autres, et avec un programme très strict de l'habitat social, etc., un cahier des charges aussi dans lequel il faut rentrer, avec le côté jour, nuit aussi qu'il faut respecter. Par exemple, ça c'est des choses qu'on n'a pas respectées. Nous, on a raconté plutôt que on allait faire une partie confort et une partie technique. Donc on a déstructuré aussi les appartements. Alors après, voilà, donc on se projette plus par l'habitat privé en émettant des hypothèses. Après, le fonctionnement il reste le même, c'est-à-dire que la réflexion
j'allais dire conceptuelle du projet, elle va aussi se faire de la rue ou du chemin qu'on va faire de son boulot jusqu'à l'endroit où on va s'asseoir dans son salon ou dans son canapé pour regarder la télé, en fait. Donc le cheminement intellectuel et l'exigence, en fait, elle est la même, que ce soit pour un habitat collectif ou de l'habitat privé. Ça reste la même exigence. Effectivement, on ne connaît pas l'utilisateur, mais on a déjà comment dire, expérimenter beaucoup de situations singulières, et puis en même temps, on répond aussi quand même comment dire, aux contraintes de surface, etc., qui sont imposées par un bailleur. Je pense que pour le logement collectif, on fonctionne à double sens, c'est-à-dire aussi bien à l'échelle de la rue, de l'immeuble, qu'à l'échelle de l'habitant. Donc il peut y avoir le plan par l'intérieur peut déformer la façade, et inversement, la façade peut déformer l'aménagement intérieur. On s'interdit rien, en fait. Oui, vous avez parlé beaucoup dans votre travail, ça part de l'acronyme, ça passe aux références qui sont au fond références architecturales qui sont vos mots. Et ça se termine par l'espéranto, qui est l'architecture comme un langage, qui serait l'espéranto. Mais vous n'avez pas du tout parlé du dessin. Est-ce que c'est parce que le dessin, c'est simplement l'écriture de votre espéranto? En fait, oui, non, il n'y a pas de question qui allait dans ce sens. Peut-être on a montré... Enfin, ça dépend ce qu'on entend par dessin. On n'est pas des fétichistes du tout du dessin à la main. À vrai dire, tous les croquis qu'on fait sont destinés à la poubelle pour communiquer entre nous, et ça s'arrête après là. Par contre, le tracé d'une ligne qui va devenir un mur, ça c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup. Et disons peut-être plus que le dessin, c'est la composition qui nous intéresse. Comment est-ce qu'on... Enfin, je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui, non, mais en fait, simplement pour parler de question de génération, vous avez 10 ans de moins que vos voisins, mais oui, vous avez complètement... D'ailleurs, moi, enfin, dans ce qui a été décrit par Aveni, ce que vous avez décrit, notamment quand il s'agit de représentation et de vue en 3D, etc., je retrouve beaucoup de choses que j'ai entendues dans mes études, en fait. Donc, je pense qu'il y a une espèce de révolution, de retournement, en quelque sorte. Et donc, en fait, pour moi, l'académisme, c'est enfin, ce qui est pour moi l'académie que j'ai connu, c'est ça. Mais ce qui ne veut pas dire que je ne suis pas si critique que ça de l'enseignement que j'ai eu. Mais tout ça pour dire que, oui, en fait, nous, on a l'impression de composer en 2 dimensions, essentiellement, et que finalement, la 3e dimension, c'est le moment où une série de pensées en 2 dimensions commence à se télescoper. Enfin, disons, c'est une espèce de feu d'artifice final pour nous. Et donc, on aime cette tension entre pensée en 2 dimensions et la 3e dimension. Et voilà. Après, tout ce qu'on fait est aussi testé en maquette. Après, on va dire, on fait énormément de render, presque tous les mètres, effectivement. Mais c'est jamais quelque chose qu'on montre de là du bureau. C'est plus pour tester, pour vérifier des choses. Mais après, ça va à la poubelle, plus ou moins. Oui, mais excusez-moi, mais quand même, vous inscrivez quand même dans une tradition, c'est-à-dire à la suite des Belges 51-4, il y a des nouvelles équipes comme Point Suprême à Athènes, et oui, vous n'êtes pas étranger à ça quand même. Ah oui. Donc c'est plus que un outil de travail, c'est aussi une position sur l'architecture. Complètement. Pour nous, on a l'impression c'est ce que j'essaie de dire, on a l'impression de vraiment maîtriser ce qu'on fait que quand on le pense d'abord en 2D. J'ai pas l'impression qu'on est capable de vraiment penser en 3D, en fait. Mais disons, et il y a une forme de... En fait, pour nous, ça a été une forme de découverte, en fait, en sortant des études, d'une certaine manière, hein, pour être très français aussi, qu'il y avait quelque chose là d'assez excitant et qui attisait notre curiosité, en fait. Bon. Vous êtes rentré directement à l'école d'architecture, vous avez fait autre chose avant? Non, moi j'ai commencé l'école d'architecture à 16 ans, ouais.
directement. J'ai jamais travaillé dans quoi que ce soit. Peut-être. Attends, je sais pas. Philippe a fait du graphisme avant l'architecture. No, I have a degree. Alors, j'ai un diplôme en conception graphique, ce qui est quelque peu différent. Mais la première question, si je l'avais bien comprise, pour essayer d'y répondre, s'il y a bien une chose que nous faisons plus que tout autre, c'est le dessin à la main. Mais moi, je suis tout à fait capable de dessiner 5-6 pages. Je viens de l'école de Porto, c'est une vraie tradition, mais c'est plus schématique qu'autre chose en fait, avec une traduction bidimensionnelle d'une communication qu'on aurait pu avoir. Mais je dirais qu'au quotidien, typiquement, on va avoir 50, peut-être 100 renders, impression d'écran, et chaque collège va ensuite évoluer au fur et à mesure de l'évolution du projet, et quand on décide de le publier, c'est vraiment la dernière étape. Mais c'est une façon très inconsciente d'utiliser nos outils. Mais une façon très consciente de le faire lorsqu'on va le montrer dans un événement public. Mais tous ces outils, ce ne sont qu'un moyen pour atteindre une fin. Lorsqu'on a été invité pour cette installation, par exemple, on a vu des expositions précédentes avec ces installations et il y avait des modèles, des promesses. Et nous, en tant qu'affirmation, on a décidé de montrer le produit fini et de tout mettre en relation. Pas vraiment d'entrer dans trop d'explications. On préférait plus être dans cette démarche afin de générer des relations. Et si on associe des images, si on les met 2 par 2, qu'est-ce qui va se passer? On pourrait parler d'outils pendant longtemps en tant qu'architecte, c'est une de nos passions bien entendu, mais au final, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui survit aux années? Ce ne sont pas les outils. Tout cela nous sert juste à atteindre notre objectif d'architecture, c'est tout. Donc, comme Ahmed le dit souvent, les instruments, peu importe, il faut juste qu'ils nous aident à l'architecture. Ces collages, ce n'est pas juste une façon d'alimenter notre site internet. C'est également une façon de parvenir à nos moyens, à notre fin. C'est l'objet final qui est important. Louis, merci beaucoup. Et on continue la conversation à l'extérieur. Merci à tous.